Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Jacques Debux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je suis très ému et très content parce que de pouvoir organiser cette conférence avec un esprit qui est aussi profond et un vrai chercheur qui va bien sûr nous éclairer sur pas mal de choses. Et je suis très ému et très honoré par l'organisation de cette conférence. Donc, je remercie particulièrement tous les auditeurs qui ont accepté de nous rejoindre pour écouter la conférence de Monsieur Jacques Dubux, notamment Denis Vernon, que je salue, et Jean-Claude Dumancel, que je salue, et tous les autres participants, bien sûr, qui ont eu l'amabilité de nous rejoindre ce soir pour écouter la conférence de Monsieur Jacques Dubux, qui s'intitule Négligeabilité. Bien sûr, ce séminaire s'adresse à des doctorants qui appartiennent à divers départements de philo au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte notamment, le Caire et Alexandrie, avec deux collaborateurs avec nous sur le projet de la revue qui sont Haitham Sayed et Osman Salah, etc. Donc, c'est un séminaire qui est très ouvert, c'est vrai, s'adresse à des doctorants, des universitaires on peut dire arabophone, mais aussi très ouvert sur la recherche scientifique et sur la recherche mondiale, notamment en Europe, en France. Et j'ai donc le plaisir aujourd'hui de ce soir d'accueillir Monsieur Jacques Debux qui va nous présenter cette conférence et puis nous donner aussi l'opportunité de discuter avec lui de quelques points qui relèvent bien sûr de cette conférence. Alors, je vous laisse la parole et ensuite, je donnerai la parole à la salle et pour une discussion, je pense, qui serait très intéressante et pour nos doctorants de façon générale. Merci. C'est à vous, Bien, Monsieur Jacques Debux. merci. Je suis très heureux de cette invitation, et très honoré. Très heureux, notamment, je le disais avant de commencer, parce que j'ai beaucoup travaillé au Maghreb. J'ai enseigné les mathématiques et l'informatique pendant des années à l'école normale supérieure Takredoum de Rabat. Et donc, c'est aussi le plaisir de renouer avec le public des étudiants du Maghreb, et j'en suis très heureux. Mais je salue aussi ceux dont je vois s'afficher le visage, que je connais de nom, ou plus que de nom, comme Thierry, etc. OK. Je propose que vous puissiez m'interrompre ad libitum s'il y a des choses qui sont obscures, sachant que je prévois de réserver un bon moment pour la discussion sur le fond des choses, philosophiquement, disons, dont je me propose de parler. Alors, le sujet de la négligeabilité est un sujet sur lequel je suis en train de rédiger un livre, et c'est un sujet qui est assez peu étudié, en tout cas directement en philosophie, alors qu'il me semble extrêmement important. J'ai pour commencer, peut-être les éléments d'un diagnostic sur la rareté, disons, du sujet. Euh, bon, d'abord, c'est un sujet qui est extrêmement varié, au sens où il concerne, et ça, ce sont des aspects dont je vais parler, de la psychologie cognitive, j'en parlerai assez longuement, des mathématiques, bien sûr, c'est la notion de probabilité négligeable ou de négligeabilité telle qu'on l'a employée pendant des siècles en analyse mathématique, mais qui concerne finalement aussi la théorie de la décision et la politique. Donc, je vais essayer de vous donner un bref aperçu de ces différents volets du sujet, tels que je les conçois. Je vais essayer de le faire de la manière la plus distancielle qui soit. J'ai horreur du consensus. Je pense que les choses intéressantes en philosophie se bâtissent à partir
d'opinions relativement tranchées. Et donc, c'est dans cet esprit que je vais le faire. Alors, au fond, sur la rareté du sujet, j'ai à peu près le diagnostic suivant, outre sa variété disons, thématique et comme on le dit aujourd'hui, horriblement son interdisciplinarité. Euh, c'est d'abord que il y a beaucoup de discussions en philosophie sur ce qu'on ne peut pas faire. Euh, c'est des discussions qui appartiennent au champ de la philosophie, mais aussi au fond au domaine scientifique en général. Pensez à la thermodynamique. On ne peut pas construire un dispositif qui donne le mouvement perpétuel. Ces résultats négatifs sont fascinants, ont été l'objet de beaucoup de commentaires. En gros, il faut expliquer, il faut répondre en thermodynamique à l'objection suivante. Euh, Comment vous savez qu'on ne peut pas? Puisque, bon, peut-être quelqu'un aura l'idée un jour qui permettra de construire une machine donnant le mouvement perpétuel. C'est une objection classique. Autre thématique sur la question de savoir ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas construire à la règle au compas euh, un angle qui soit le tiers d'un angle donné. Et à nouveau, les objections fusent toujours quand on introduit ces sujets, qui est, mais qu'en savez-vous? On n'a pas peut-être essayé toutes les méthodes, peut-être un jour on arrivera, là, le compas, à résoudre le problème de la trisection de l'angle. Euh, Ces problématiques sont assez familières, en vérité, sur les choses qu'on ne peut pas faire. Par contre, la problématique qui va m'intéresser aujourd'hui est assez différente. Elle concerne non pas ce qu'on ne peut pas faire, mais ce qu'on peut ne pas faire. Là, l'objection qui se présente immédiatement est très différente, qui est, au fond, c'est un non-sujet, puisque, après tout, on peut toujours ne rien faire, et donc, il y a bien des cas dans lesquels on peut ne pas faire. Euh, je vais en fait prendre des domaines dans lesquels la chose prend un sens assez défini. Et je vais, pour commencer, prendre mon exemple favori, qui est celui des antilopes. Euh, je considère, bien entendu, dans l'exposé, que ce qui peut être négligeable, ça peut être des choses, ça peut être des personnes, ça peut être notamment des hypothèses. Je vais commencer par la question de savoir s'il y a des hypothèses qui sont ou non négligeables. Alors, je reviens à mon antilope. Imaginez cette antilope dans la savane et imaginez, ça se produit malheureusement pour l'espèce assez fréquemment, qu'elle a une impression visuelle correspondant à une tache brune osselée, comme on dit, avec des petits points, qui se rapprochent d'elle à très grande vitesse. Bien. Euh, En fait, vous avez deux hypothèses qui se présentent à elle. L'une, c'est que il y a un lion ou un animal apparenté qui se dirige vers elle à grande vitesse pour la dévorer. Mais d'autres hypothèses sont après tout possibles. Par exemple, il est notoire, j'imagine que ça l'est, que parfois le vent dans les herbes de la savane produit des tourbillons qui donnent l'impression visuelle d'une tache qui se déplace à grande vitesse vers l'observateur. Donc on a deux hypothèses rivales. Euh,
Prenons le cas d'une antilope qui a des inclinations scientifiques, qui veut examiner toutes les hypothèses. Et en particulier la seconde hypothèse, qui est une illusion d'optique causée par le vent dans les herbes. Le point par lequel je voudrais commencer est très simple. Les antilopes scientifiques ne vivent pas longtemps. Euh, Pas longtemps, en tout cas, pour avoir une progéniture abondante, en sorte que les hypothèses dont je parlais ne doivent pas être examinées. Euh, les antilopes scientifiques n'existent pas pour des raisons, disons, évolutionnistes. En fait, si une antilope examine sérieusement avant de se mettre en route pour s'éloigner à grande vitesse de l'objet qu'elle voit s'approcher, s'il examine sérieusement l'hypothèse sur laquelle il ne s'agirait pas non d'un lion, mais juste d'une illusion d'optique due au vent et à la lumière, cette antilope ne survivra pas. La survie dans la savane, mais finalement ailleurs que dans la savane, impose une précipitation, ce qui signifie que dans les hypothèses qui sont logiquement et physiquement possibles, certaines ne doivent tout simplement pas être examinées. Il y a un impératif de négligeabilité des hypothèses, et c'est un impératif qui est à bien des égards vital. Donc voilà un premier exemple tout simple de ce que j'appelle une hypothèse négligeable, c'est-à-dire qui non seulement, en l'espèce, peut être négligée, mais qui doit l'être sous peine d'ennui sérieux. Alors, cet exemple liminaire va me conduire à des exemples un peu plus sophistiqués, naturellement, mais à des exemples qui touchent l'un des points suivants qui va être central dans ce dont je vais parler, c'est que le fait de négliger certaines hypothèses est un trait indispensable, non seulement pour la survie, ça c'est le cas extrême, mais pour un certain nombre d'actions euh, qui sont importantes et que nous effectuons dans la vie courante. Alors l'exemple que je vais prendre est un exemple euh, très connu en psychologie cognitive. Il résulte d'une expérience qui a été réalisée des milliers de fois dans des conditions variables et qui touche à la perception des sons parlés. Alors, j'ai publié quelque chose là-dessus il y a très longtemps, éventuellement vous pourriez vous y emporter, mais je vais tâcher de l'expliquer. C'est quand même assez simple, sans graphique, sans figure, étant donné, je le disais, que ma virtuosité dans le maniement de Zoom est relativement modérée. Voici le point. Et en exergue, je dirais que en philosophie, nous gagnons, à mon avis, à nous rapporter autant que possible à des cas qui sont extrêmement clairs, c'est-à-dire qui ne souffrent en vérité pas la discussion. Le cas dont je vais vous parler est extrêmement limpide à cet égard. C'est le suivant. Dans les langues naturelles, vous avez ce qu'on appelle des oppositions distinctives, c'est-à-dire des oppositions de sons qui font des oppositions de sens. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'opposition en français entre pierre et bière. Vous avez là deux mots qui ne diffèrent que par leur son initial et qui renvoient à des référents distincts. C'est vrai qu'on dit que l'opposition entre P et B en français est une opposition distinctive, comme disait la linguiste. Bien.
Sur cette base, les phonologistes ont beaucoup réfléchi et expérimenté. Et de fait, le cas apparaît tout à fait simple. Euh, D'abord, réfléchissons introspectivement un bref instant à la différence entre P et B. Alors, je dois d'abord la décrire. C'est la suivante. Donc, il s'agit de deux consonnes, hein, ce qu'on appelle des occlusives et même des labiales, c'est-à-dire les lèvres interviennent. Et dans la production de ces consonnes, vous avez deux mouvements qui sont conjointement impliqués. Et je pense que introspectivement, vous allez être d'accord avec moi sur ce point. Quand vous prononcez le son B, si vous avez le micro coupé, vous pouvez vous y essayer sans perturber le meeting. Vous voyez que vous avez deux mouvements qui concourent. Vous avez d'une part des roulements pharyngéens. Quand vous faites, ça commence comme ça, et puis ça se clôt avec l'occlusion labiale, l'air qui s'échappe, ça donne donc B. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air très philosophique, mais je vous assure que les enseignements qu'on peut tirer de ça sont substantiels. Et la différence entre P et B est la suivante, vraiment c'est indiscutable, c'est que quand vous prononcez B, vous avez des roulements pharyngiens qui précèdent pendant un moment l'occlusion, hein, B, et par contre quand vous dites P, eh bien les roulements pharyngiens sont presque immédiatement suivis de l'occlusion. Et les phonologues ou phonologistes ont l'habitude d'appeler ce délai entre le début des roulements pharyngiens et l'occlusion le vote, le voice onset time, c'est-à-dire le délai entre le début de ce qui se passe dans le pharynx et l'occlusion qui donne lieu à quelque chose qui est sonore. Donc on est dans une situation extrêmement simple et elle est tellement simple qu'on peut concevoir des dispositifs expérimentaux. Et vous avez beaucoup de laboratoires en France qui font ça. Vous avez notamment un laboratoire extraordinaire à Grenoble, où les gens sont vraiment des as dans la reconnaissance de la parole, dans l'analyse du babil, hein, du langage des petits-enfants. Enfin, c'est un laboratoire absolument prodigieux. Et ils ont conçu un dispositif qui envoie les sons P et B, et qui les envoie de manière étalonnée. C'est-à-dire que le dispositif est réglé d'abord pour envoyer quelque chose qui est avec un vote, donc à 0 millisecondes, c'est-à-dire c'est l'occlusion labiale est simultanée de mouvements pharyngiens, comme P. Et puis, vous pouvez envoyer des sons jusqu'à B, donc, qui sont avec un vote de 10 millisecondes. Voilà le dispositif. Et maintenant, vous avez donc un dispositif absolument expérimental et vous demandez aux auditeurs ce qu'ils entendent. Alors, bien entendu, donc vous avez, hein, je le répète, le dispositif, c'est quelque chose qui émet des sons correspondant à des votes allant de 0 millisecondes jusqu'à 10 millisecondes et, disons, espacés de 1 milliseconde chacun. Et on demande aux gens ce qu'ils entendent. Donc, on commence à leur faire entendre P, et puis quelque chose. Alors, je ne vais pas. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais m'éviter les mimiques ou les mouvements pharyngiens trop compliqués, jusqu'à B, et on leur demande d'identifier le son qu'ils entendent. Et au fond, ce que nous prévoyons, c'est la chose suivante. Quand le dispositif envoie P, c'est-à-dire à 0 millisecondes, tous les gens lèvent la main pour dire j'entends P. Et puis, peu à peu,
il y a de moins en moins de mains qui se lèvent, et quand le dispositif envoie B, il n'y a plus personne qui dit j'entends P. Donc, on aurait une courbe de réponse à l'identification qui est une courbe décroissante. Les gens sont tout à fait d'accord avec 0 millisecondes pour dire que c'est un P, et puis plus personne n'est d'accord à 10 millisecondes pour dire que c'est un P, et les réponses d'identification code P sont linéairement décroissantes. Or, ce n'est pas ce qui se produit. Il y a, en tout cas pour les locuteurs, des langues dans lesquelles l'opposition entre P et B est une opposition distinctive, par exemple les locuteurs du français, hein, puisqu'en français nous avons Pierre et bière, mais il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas cette opposition, ou dans lesquelles elle est un peu plus compliquée, j'y reviendrai peut-être fugitivement. Pour les locuteurs de ces langues-là, les courbes de réponse sont les suivantes. Tant que le dispositif envoie un vote qui est inférieur, disons, à 5 millisecondes, vous avez tout le monde qui dit j'entends P. Et puis soudainement, donc c'est une courbe en sigmoïde, dès que le dispositif envoie des choses qui sont dans l'extrémité droite, c'est-à-dire dont le vote est compris à peu près entre 6 et 10 millisecondes, les gens disent, plus personne ne dit j'entends P, les gens disent j'entends B. Alors, il y a déjà des leçons philosophiques, à mon sens, à tirer de ceci. C'est le fait que, contrairement à ce qui est attendu, à mesure que le vote augmente, ce n'est pas que les gens entendent de moins en moins P et de plus en plus B, c'est que dans la première phase, c'est-à-dire entre 0 et 5 millisecondes, les gens entendent vraiment P, ils n'ont pas de doute, c'est P, et dans la seconde, ils entendent B. Alors, ça a beaucoup d'avantages. Les avantages sont les suivants, ils sont immédiats. Ça nous permet de nous comprendre. Imaginez que quand on parle, ce qu'on fait en ce moment, ce que je fais en tout cas, si vous ne compreniez ce que je dis que dans le cas où je produis le son exact, c'est-à-dire avec un vote, quand j'emploie le mot P, pour Pierre, quand je configure mon pharynx, etc., de manière à produire un son qui soit purement à 0 milliseconde. Et que vous commencez déjà à moins comprendre si j'émets un son qui est à 4 millisecondes. La conversation deviendrait un art extrêmement difficile. C'est-à-dire que les gens qui seraient compris ne seraient pas des gens qui, sans aucun doute, comme moi en ce moment, prononcent de manière relativement imparfaite. Cela, personne ne les comprendrait. Et la compréhension de ce qui est dit deviendrait extrêmement difficile. C'est-à-dire que peut-être que ce que je vais vous dire demandera pas mal d'efforts pour être compris, mais c'est le sens qui sera difficile à saisir. J'espère que non. Mais en tout cas, les sons, je présume, ne le seront pas. Donc, c'est un avantage extrêmement important qu'il y ait ce phénomène de catégorisation dans l'audition des sons parlés. Sinon, nous consacrerions tellement de temps à identifier les sons et tellement d'énergie cognitive que nous n'aurions même plus d'énergie cognitive pour évaluer les sens. Et de manière inverse, si jamais c'était comme ça, l'effort demandé au locuteur pour être compris serait un effort absolument colossal. Au lieu de penser à vous et à mon sujet, je serais en train de penser à la manière dont mon larynx fonctionne, je serais en train de minuter mes occlusions labiales, bref, nous n'y comprendrions rien. Où est la négligeabilité dans tout ça? Eh bien, la négligeabilité arrive, si je puis dire, en personne, dans un second aspect encore de cette expérience.
Là, je vous ai parlé d'un test d'identification. Vous avez le dispositif qui produit des trucs étalonnés et on vous demande qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est P ou est-ce que c'est B? Mais les chercheurs ont ajouté à ce test d'identification un test encore plus éloquent, philosophiquement, je dirais, qui est un test de discrimination. C'est-à-dire que la machine va envoyer des paires de sons équidistants sur le spectre du vote, c'est-à-dire va vous envoyer un son à 0 millisecondes et un son à 1, un son à 3 et un son à 4, etc., etc. Et on va vous demander, est-ce que vous entendez des sons différents ou pas? Quelle est à peu près l'attente qu'on a sur ce genre de réponse, sur ce genre de test à la discrimination? Mais on attend une courbe plate, c'est-à-dire que vous auriez finalement les gens qui seraient un peu durs d'oreille. Alors là, ceux-là, ils entendraient que des choses identiques, alors que les deux paires de sons sont équidistantes de. Bon, ça, c'est des données physiologiques. Bon, ils leur font sur l'automne, mais il n'y a aucune conclusion philosophique à en tirer. Et puis, vous auriez les gens à l'oreille très fine qui auraient, eux, des courbes toujours plates, mais en haut du spectre. C'est-à-dire que les gens qui ont l'oreille fine répondraient tous oui, ces sons sont différents. Ça, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend si l'audition était sous la seule emprise, si je puis dire, de notre physiologie. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison de supposer que nous serions plus sensibles à des différences entre le vote 0,3 et enfin, le vote 3 et le vote 4, entre le vote 8 et le vote 9. Et en vérité, ce qui se produit n'est pas du tout ça. Quand on fait ce test de discrimination, les gens répondent invariablement, en tout cas les locuteurs du français, ou les locuteurs de langue dans laquelle l'opposition entre P et B est pertinente sémantiquement. Les gens répondent qu'ils entendent la même chose pour les paires de sons, par exemple 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ils répondent la même chose, j'entends aucune différence pour les paires de sons avec 6 millisecondes, 7 millisecondes ou 7, 8. Mais par contre, quand on leur envoie des paires de sons, par exemple entre 4 ou 4,5 et 5, ils entendent la différence. Alors ça, c'est quand même, si je puis dire, philosophiquement très intéressant. Ça veut dire que nos capacités perceptives, que nous imaginons volontiers ne dépendre que finalement de la configuration de nos tympans ou de la performance de nos prothèses ou que sais-je, en vérité, sont infiltrés, sont largement déterminés par les particularités de notre langue. Pour le redire d'une autre manière, il y a des différences que nous négligeons. C'est toutes celles, par exemple, entre le vote 2 et le vote 3 millisecondes. Et la seule différence que nous ne négligeons pas, c'est la différence qui est sémantiquement pertinente dans notre langue. Et si jamais c'était différent, si jamais nous comportions de manière différente, si jamais nous entendions les sons parlés de manière différente, en vertu de ce que j'ai dit tout à l'heure, la conversation deviendrait quelque chose d'extraordinairement difficile. Vous voyez donc ce qu'il y a de commun entre, si je puis dire, les antilopes et nous. Alors, l'antilope doit négliger l'hypothèse de l'illusion optique dans le vent sous peine de mort. Et nous devons négliger la différence entre les sons équidistants dans la partie gauche du spectre, hein, par exemple 0,3, enfin 3 millisecondes, 4 millisecondes. Nous devons les négliger
sous peine de ne pas nous comprendre. En d'autres termes, la question de la négligeabilité des hypothèses, ou cette fois-ci des différences entre percepts, touche à quelque chose qui a trait à l'action, euh, au comportement, et non pas seulement à la contemplation du monde. Hein, c'est un thème, bon, je sais pas, Bergson aurait adoré, je pense, ce genre d'expérience. Hein, quand Bergson dit que la vie perceptuelle est tordue par les exigences de l'action. On est exactement sur ce terrain-là. Alors, les choses, à mon avis, qui demandent à être soulignées sur ce point, euh, bon, vous les trouveriez, si ça vous intéresse, développés dans le papier que j'avais écrit sur cette question, mais immédiatement, une question qui se pose, c'est la suivante. Au fond, nous n'arrivons à survivre et à agir qu'en écrasant certaines différences qui pourtant sensoriellement nous sont accessibles dans le monde. Faites l'expérience, bon, Python, B et pas, qui font un peu B, si je puis dire, mais regardez là en ce moment ce que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Ma conjecture, elle n'est pas très risquée, c'est que ce que vous voyez, c'est un ordinateur, un crayon, du papier, que sais-je. Mais en vérité, ce n'est pas ce que vous voyez. L'input visuel n'est pas celui-là. L'input visuel, ce sont des pixels sur votre rétine.